Ce sont sans doute les jours les plus dangereux de notre vie. Nous sommes déjà au premier stade, voire à la 3e guerre mondiale. Depuis 3 ans, il y a un homme qui ne cesse de parler des armes nucléaires. L'ex-président russe Dimitri Medvedev va en guerre notoire. Tous les 15 jours, il utilise X ou Telegram pour menacer la moitié du monde de destruction nucléaire. Jusqu'ici, personne ne s'en est vraiment soucié car Medvedev est plutôt insignifiant. Du moins, c'était le cas jusqu'au début de ce mois, lorsque Medvedev a finalement attiré l'attention de quelqu'un qui aime vraiment le drame autant que lui, Donald Trump. Et soudain, les choses sont devenues sacrément sérieuses. Après les menaces habituelles de Medvedev, Trump l'a attaqué publiquement, le traitant de, et je cite, l'ancien président raté de la Russie, lui disant de faire attention à ses paroles, parce qu'il s'aventurait sur un terrain dangereux. Cela aurait dû clore l'affaire immédiatement. Trump l'a ridiculisé, Internet s'est moqué, mais Medvedev s'est senti visé. Il est donc vite retourné sur Telegram pour lancer une menace. Il a dit à Trump de se souvenir de sa série télé préférée, The Walking Dead, et lui a rappelé la fameuse main morte de la Russie. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est la main morte, c'est un système apocalyptique légendaire de l'époque soviétique, un réseau de commandes automatiques qui utilise des capteurs de pression et sismiques pour détecter et lancer automatiquement tout l'arsenal nucléaire de la Russie. Si la direction soviétique était anéantie lors d'une attaque surprise, oui, aucune intervention humaine n'est requise. Même après la mort des responsables, les ogives nucléaires russes seraient lancées, assurant la destruction mutuelle. Donald Trump n'a évidemment pas apprécié cette menace et, le 1er août, a annoncé qu'il rapprochait 2 sous-marins nucléaires balistiques américains des eaux russes, au cas où les déclarations insensées et incendiaires de Medvedev seraient plus que de simples paroles. C'est ainsi que nous avons failli entrer en guerre nucléaire. Réfléchissez à l'étrangeté de la situation. Les sous-marins nucléaires américains patrouillent secrètement toute l'année, gardant déjà la Russie en vue. On n'annonce jamais la destination de ces sous-marins. Ce serait contraire à l'objectif. Trump savait ce qu'il faisait. C'était une menace stratégique, disant en gros à Medvedev devant le monde entier « Ferme-la avant que je ne le fasse pour toi ». Malheureusement pour nous, seulement 3 jours après le déploiement du sous-marin par Trump, le Kremlin a annoncé qu'il ne respecterait plus un traité nucléaire qu'il observait volontairement depuis 1987. Le traité force nucléaire, à portée intermédiaire sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Bien sûr, pour faire court, ils ont blâmé l'Occident, affirmant que l'Amérique et ses alliés créaient une menace directe pour la sécurité de la Russie. La signature du traité force nucléaire à portée intermédiaire fut un événement majeur, probablement l'un des plus grands succès de l'histoire du désarmement nucléaire, même si presque personne n'en parle aujourd'hui. Au début des années 1980, l'Europe faisait peur. L'Union soviétique avait déployé des centaines de missiles nucléaires SS-20, à portée intermédiaire, capables de détruire des villes entières en Europe. En quelques minutes, l'OTAN a déployé des missiles Pershing II américains en Allemagne et ailleurs. C'était une confrontation terrifiante, et cela a déclenché certaines des plus grandes manifestations antinucléaires de l'histoire. Des millions de personnes ont manifesté en Europe de l'Ouest, craignant que leur continent ne soit la première victime de la folie nucléaire. En 1987, après de longues négociations, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ont signé le traité force nucléaire à portée intermédiaire. C'était le tout premier traité sur les armes nucléaires qui interdisait réellement toute une catégorie de missiles, comme les armes lancées depuis le sol, avec des portées comprises entre 500 et 5500 km. Les deux parties ont autorisé les inspecteurs à visiter leurs bases, compter les ogives et détruit des centaines de missiles devant l'autre camp. Pour la guerre froide, c'était presque miraculeux. En 2019, le traité force nucléaire à portée intermédiaire s'était quasiment effondré. Les États-Unis se sont retirés, accusant la Russie de violer secrètement le traité avec des missiles interdits. La Russie affirmait qu'elle n'utiliserait ces missiles interdits que si les États-Unis le faisaient d'abord. Aujourd'hui, la situation a changé. Et cette promesse vient d'être jetée par la fenêtre. Medvedev n'a pas perdu de temps pour se vanter sur Telegram, qualifiant cela de nouvelle réalité et promettant d'autres mesures. Quelles autres mesures ? La Russie pourrait placer plus de missiles près des frontières de l'OTAN, mais cela n'a pas d'importance. Parce que le point central de cette vidéo, ce que vous allez voir clairement par vous-même, c'est que Vladimir Poutine ne pourra jamais utiliser une arme nucléaire. Je n'ai pas dit qu'il ne le fera pas ou ne devrait pas, mais qu'il ne peut littéralement pas le faire. Cela paraît peut-être trop beau ou audacieux, mais faites-moi confiance, restez avec moi. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez à quel point l'arsenal nucléaire de la Russie est corrompu, délabré et vidé de sa substance.
Passons à une escalade dramatique entre les États-Unis et la Russie. La Russie était tellement paranoïaque à l'idée que les États-Unis lancent une attaque nucléaire préventive contre elle qu'elle a créé un système de main morte. Et Medvedev a dit, et je cite, que Trump se souvienne à quel point une main morte est dangereuse. Le président Trump déclare avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains dans les régions appropriées en réponse aux menaces de l'ancien président russe, Dmitri Medvedev. Personne ne sait vraiment si la soi-disant main morte fonctionne encore aujourd'hui, ou même si elle a réellement fonctionné comme prévu un jour. Mais une chose est sûre, elle a bel et bien existé à un moment donné, et cela seul était déjà suffisamment terrifiant. Officiellement nommé système périmètre, les soviétiques l'ont conçu dans les années 1980 lors d'une paranoïa extrême entre Moscou et Washington. Imaginez que des missiles nucléaires américains frappent la Russie en premier, éliminant la direction soviétique à Moscou, détruisant les postes de commandement et coupant toutes les communications. En résumé, la pire situation. Aucun commandant humain survivant pour organiser une contre-attaque. C'est là que Périmètre agirait, grâce à des capteurs répartis dans l'Union soviétique. Des dispositifs mesurant les niveaux de radiation, l'activité sismique liée aux explosions nucléaires et les variations soudaines de pression atmosphérique. Ils pouvaient détecter automatiquement si une frappe nucléaire avait touché le territoire soviétique, et si ces capteurs confirmaient le pire et que toute communication au sein du commandement militaire soviétique était complètement perdue. Périmètre autoriserait automatiquement le lancement de tous les missiles nucléaires restants, sans aucune approbation ou intervention humaine. Même si les dirigeants soviétiques étaient éliminés, la main morte assurerait une riposte soviétique. Honnêtement, la main morte est sans doute le moyen de dissuasion nucléaire le plus efficace. Cela a été si secret qu'en 1991, à la chute de l'Union soviétique, les renseignements occidentaux doutaient encore de son existence. Ou si ce n'était qu'un bluff soviétique pour les effrayer, ce n'est qu'aux années 1990 et début 2000 que d'anciens responsables militaires soviétiques ont commencé à en parler. Selon eux, Dead Hand était bel et bien réel, et aussi récemment qu'à la fin des années 2000, il serait apparemment encore opérationnel. Le problème, c'est que seuls quelques-uns savent vraiment comment cela marche, si c'est automatique ou si quelqu'un doit encore approuver le lancement. Il est effrayant qu'un système informatique de la guerre froide puisse encore menacer le monde. Des machines comme celle-là n'ont pas besoin d'être maléfiques, elles ont juste besoin de se tromper. Un seul bug, capteur défectueux ou mauvaise lecture, et elles pourraient croire que les missiles sont déjà lancés. Alors, est-ce que ça marche encore en 2025 ? Pour la plupart, non. Et même si oui, ce n'est sans doute pas la machine apocalyptique toute puissante que Medvedev décrit, si elle reste entièrement automatique. C'est un énorme risque pour la Russie. Sa survie dépend de capteurs et systèmes de contrôle anciens, susceptibles de tomber en panne à tout moment. Le but d'un système apocalyptique était de garantir que vos ennemis sachent qu'en vous attaquant, ils tomberaient aussi. Vladimir Yaninitch, l'un de ses concepteurs, a expliqué que le système visait à ralentir les choses. Il servait de tampon contre les fausses alertes et les décisions précipitées. Sans la main morte, les dirigeants soviétiques auraient dû paniquer et lancer tous leurs missiles. Au moment où ils voyaient des signes d'une attaque ennemie, que ces signes soient réels ou simplement une fausse alerte, avec la main morte en place. Ils savaient que même après une frappe ennemie mortelle, le système pouvait riposter. Cela leur donnait la confiance d'attendre davantage avant de riposter, plutôt que de répondre à une alerte et risquer une guerre accidentelle. Pensez-vous vraiment que la Russie ferait encore confiance à un système automatisé vieux de 40 ans pour décider du sort de la planète? Évidemment non. La technologie se dégrade et les capteurs échouent. Si la main morte existe, toutes les sources estiment qu'elle est sans doute désactivée. Les dirigeants russes ne la réactiveraient que s'ils pensaient vraiment que leur survie est menacée. Et même dans ce cas, des rapports plus récents suggèrent qu'il est encore probable qu'un être humain doive approuver tout lancement final, simplement pour éviter un accident catastrophique, d'une vieille machine. Tirer des conclusions hâtives. Oui, Medvedev aimerait que vous pensiez que la Russie est cette machine de vengeance nucléaire invincible et inarrêtable, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les chances que la Russie déclenche réellement une guerre nucléaire sont à peu près aussi proches de zéro qu'on peut l'être sans que ce soit zéro. Dans toute l'histoire de l'humanité, les armes nucléaires n'ont été utilisées que 2 fois en temps de guerre, les 2 fois par les États-Unis en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Ces 2 bombes ont tué plus de 100 000 personnes instantanément et ont changé le monde à jamais. Depuis, nous vivons non seulement avec la conscience de la puissance des armes nucléaires, mais aussi avec la crainte de leur utilisation future. En 80 ans, le monde a connu de nombreuses guerres,
crises et des situations où des pays nucléaires frôlaient le désastre. Les ogives n'ont jamais quitté leur silo ou bunker. Pourquoi ? La principale raison est la destruction mutuelle assurée, ou destruction mutuelle assurée la compréhension que toute frappe nucléaire sera suivie d'une contre-attaque tout aussi dévastatrice, ce qui en ferait un pur suicide pour l'attaquant. C'est une grande raison, mais la destruction mutuelle assurée n'explique pas tout. Il y a eu des situations où un camp possédait des armes nucléaires, et l'autre non, donc pas de destruction mutuelle assurée, mais ils n'ont tout de même pas appuyé sur la gâchette. Prenons la guerre en cours en Ukraine. En théorie, Poutine pourrait simplement utiliser une petite arme nucléaire tactique. L'Ukraine n'a pas d'arme nucléaire pour riposter. Les États-Unis et l'OTAN pourraient décider de ne pas riposter avec leurs armes nucléaires pour éviter une escalade. Pourtant, Poutine n'a pas encore franchi cette limite. C'est à cause de ce qu'on appelle le tabou nucléaire, une barrière morale, stratégique et pratique qui s'est formée contre l'utilisation de ces armes. C'est une limite dont personne ne peut prévoir les conséquences une fois franchies. Même les officiers ordinaires et les dictateurs les plus impitoyables hésitent à être les premiers à la briser. Le meilleur exemple de cela est l'incident Petrov. Tard dans la nuit de septembre 1983, un bunker d'alerte précoce soviétique s'est soudainement affolé. Les ordinateurs ont indiqué que les États-Unis avaient lancé un missile nucléaire, suivi de plusieurs autres, visant l'Union des républiques socialistes soviétiques, selon le protocole soviétique. La toute première chose à faire était d'avertir immédiatement les plus hauts dirigeants afin qu'ils puissent envisager une frappe de représailles. Mais l'officier de service, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov, pressentait que quelque chose n'allait pas. Le système d'alerte était neuf. L'idée que l'Amérique lancerait une guerre nucléaire avec quelques missiles seulement, au lieu d'une frappe massive, n'avait aucun sens. Alors Petrov a fait confiance à son instinct, au lieu d'alerter la direction et de déclencher potentiellement la Troisième Guerre mondiale. Il a signalé qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Il a attendu, le cœur battant, pour voir si le radar ou d'autres signaux confirmèrent l'attaque. Rien n'est venu. C'était bien une fausse alerte. Il s'est avéré que la lumière du soleil réfléchie sur les nuages avait trompé un satellite, lui faisant croire que des missiles arrivaient. La décision de Petrov a évité à elle seule une frappe nucléaire accidentelle de l'Union soviétique contre les États-Unis. Petrov a minimisé l'affaire, affirmant qu'il faisait simplement son travail. Mais en réalité, il a sciemment enfreint un protocole militaire strict parce que son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Les autorités soviétiques l'ont officiellement réprimandé. Au fond, même eux savaient que leur pays, voire le monde, était encore en vie. Parce que Petrov faisait confiance à son jugement plutôt qu'à une machine. 21 ans avant l'incident Petrov, il y a eu une autre situation critique, celle-ci pendant la crise des missiles de Cuba. C'était en octobre 1962. Un sous-marin soviétique B-59 était en profondeur près de Cuba, proche de la ligne de blocus américaine. Les Américains, ignorant la capacité nucléaire du sous-marin, ont commencé à larguer des charges sous-marines. Pas des charges létales, juste des explosifs d'avertissement destinés à forcer le sous-marin à faire surface. Mais l'équipage soviétique, lui, ne le savait pas. De plus, les conditions à l'intérieur du B-59 étaient déjà misérables. Le sous-marin était resté des jours sous l'eau, suffocant de chaleur, sans air frais ni communication avec Moscou, ignorant ce qui se passait en surface. Le capitaine, redoutant le début de la guerre à la surface, arma la torpille nucléaire spéciale du sous-marin. D'après le protocole de la marine soviétique, 3 officiers devaient approuver tout lancement d'armes nucléaires. Le capitaine, l'officier politique et Vassili Akapov, commandant de la flottille, étaient présents ce jour-là. Quand le capitaine a ordonné de préparer la torpille nucléaire, l'officier politique a aussitôt approuvé. 2 voix sur 3 étaient obtenues. Seule celle d'Akapov manquait, et l'arme nucléaire aurait été lancée directement sur la flotte américaine. Mais Akapov a refusé. Une dispute a éclaté dans la salle de contrôle exiguë et étouffante. Rakipov a tenu bon. Finalement, sa décision a prévalu. La torpille n'a jamais été lancée. Quand le B-59 a refait surface et repris contact, l'équipage a compris qu'il n'y avait pas de guerre. Mais si cette torpille avait touché un destroyer américain, les États-Unis auraient sans doute répondu par des charges de profondeur nucléaire ou des frappes stratégiques. Et ensuite, Moscou aurait peut-être dû répondre de la même manière. Ce jour-là, Akyapov a peut-être sauvé des centaines de millions de vies. Il sera plus tard reconnu comme l'homme qui a sauvé le monde, tout comme Stanislav Petrov le sera 2 décennies plus tard. Ces 2 incidents, Akyapov en 62 et Petrov en 83 le prouvent. Concernant les armes nucléaires, Russes et Américains ont toujours été très réticents à les employer, même dans des moments où les règles d'engagement auraient pu le permettre. Certains diront que ces officiers étaient raisonnables, mais que se passerait-il si Vladimir Poutine voulait lancer une guerre nucléaire ?
L'histoire offre aussi une excellente réponse à cette question. Depuis 1945, aucun État nucléaire n'a réutilisé la bombe atomique. Même pas dans des situations où ils étaient en train de perdre lourdement. Prenons la guerre de Corée comme exemple. Fin 1950, de grandes offensives chinoises ont repoussé les forces américaines et onusiennes. Certains généraux américains ont exhorté le président Eisenhower à autoriser l'utilisation d'une arme nucléaire tactique contre des cibles chinoises et nord-coréennes pour reprendre le contrôle de la guerre. Mais Eisenhower a refusé. À ce moment, l'Union soviétique avait aussi l'arme nucléaire, et Eisenhower savait que leur utilisation, même limitée, pouvait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Ainsi, même sous une pression énorme, les États-Unis n'ont jamais franchi cette limite. Puis vint le Vietnam. Pendant des années, l'armée américaine a été piégée dans un conflit sans fin, perdant des milliers de soldats et des milliards de dollars face à un ennemi apparemment invincible. Des stratèges ont suggéré de petites frappes nucléaires tactiques sur des routes d'approvisionnement comme la piste Ho Chi Minh ou sur des bases nord-vietnamiennes fortifiées. Mais la simple suggestion était moralement répugnante et politiquement impensable. Aucun président, démocrate ou républicain, ne l'a jamais vraiment envisagé. Même les soviétiques ont subi de lourdes pertes lors de leur invasion de l'Afghanistan dans les années 1980. Des milliers de soldats tués ou blessés en luttant contre des guérilleros retranchés dans les montagnes. Pourtant, malgré leur désespoir, les armes nucléaires n'ont jamais été vraiment envisagées. Même la Grande-Bretagne avait des armes nucléaires lors de la guerre des Malouines, en 1982. Certains navires se dirigeaient vers l'Atlantique Sud, mais pensait-on vraiment qu'ils utiliseraient des armes nucléaires contre l'Argentine? Probablement pas. Enfin, Israël, un pays souvent entouré d'ennemis. Lors de la guerre du Kippour, en 1973, Israël a été attaqué par plusieurs nations arabes et a failli tout perdre. Israël possède un arsenal nucléaire secret, jamais confirmé, pour des menaces existentielles comme celle-ci, mais ne les a jamais utilisées. Mais pourquoi pas? Parce qu'il existe une règle non écrite, non dite, ne jamais être le premier à briser le tabou nucléaire. En tirant ce premier coup nucléaire, vous ouvrez la boîte de Pandore et entrez dans un monde où tout devient permis, où la riposte et l'escalade sont inévitables. Et qu'en est-il de Poutine? Est-ce lui qui osera enfin franchir cette limite? Probablement pas, du moins pas tant qu'il ne sera pas personnellement acculé, ou que l'existence même de la Russie ne semblera pas véritablement menacée. Aucun de ces scénarios ne s'est encore produit. Poutine a eu de nombreuses occasions au début de 2022, lorsque ses troupes se sont retrouvées bloquées aux abords de Kiev, subissant de lourdes pertes. Beaucoup d'analystes pensaient alors qu'il pourrait recourir à une petite arme nucléaire tactique pour effrayer l'Ukraine et la pousser à se rendre. Cela ne s'est pas produit. Ils pensaient qu'il franchirait cette ligne en 2023, puis en 2024, et maintenant, en 2025. Bien sûr, Poutine et son cercle ont lancé de nombreuses menaces nucléaires voilées, mais ce sont toujours resté des menaces. À ce jour, Poutine se sert des menaces nucléaires comme armes psychologiques, non réelles. Les menaces nucléaires de Poutine ont eu un certain effet, surtout au début. Au début de 2022, ce bruit de sabre nucléaire constant a sans doute rendu l'OTAN plus prudente quant à ce qu'elle envoyait à l'Ukraine. Des armes comme les missiles longue portée ou les chars occidentaux étaient d'emblée exclus. Au début, parce que les dirigeants ne voulaient pas risquer de pousser Moscou à l'escalade. Mais au fil des mois, alors que Poutine continuait de proférer des menaces, sans jamais les mettre à exécution, ces menaces ont naturellement perdu de leur impact. Plus il se répétait sans agir, moins les gens y prêtaient attention. En 2023 et 2024, l'Occident avait surmonté ses hésitations. Les systèmes de roquettes, HIMARS, les défenses patriotes, les chars Léopard, ainsi que les débats sur les avions de chasse et les frappes à longue portée sont désormais publics et assumés. Les lignes rouges de Poutine ont été franchies une à une sans conséquence. L'Occident avait déjoué son bluff et ne pouvait que se plaindre. Sa carte nucléaire a perdu beaucoup de valeur à force d'en abuser. Cela mérite d'être répété. Le seul scénario réaliste dans lequel l'utilisation de l'arme nucléaire serait sérieusement envisagée, c'est si le Kremlin croyait que sa survie était sur le point de prendre fin. Cela désigne une situation extrême, comme l'arrivée des forces de l'OTAN à Moscou, un changement de direction ou l'effondrement de l'État russe. Parce qu'alors il n'aurait plus rien à perdre. Or le régime de Poutine n'en est pas encore là. Nous avons expliqué pourquoi la Russie n'utiliserait probablement pas d'armes nucléaires, mais cette vidéo montre pourquoi elle ne pourra jamais les utiliser. Même si Poutine le voulait vraiment. La plupart des gens supposent naturellement que bien sûr, il le peut. La Russie a des milliers d'ogives nucléaires, et les utiliserait probablement si Poutine l'ordonnait. Mais voici le problème. Ce n'est pas parce qu'une arme est dans un arsenal qu'elle fonctionne vraiment.
Il existe des obstacles pratiques, techniques et organisationnels qui rendent l'acte de lancer une frappe nucléaire bien plus complexe. L'arsenal nucléaire de la Russie d'aujourd'hui est loin d'être la machine bien huilée et mortelle que représentait l'arsenal soviétique dans les années 1980. Des décennies d'effondrement économique, de corruption généralisée, de matériel vieillissant et d'entretien négligé ont laissé le stock nucléaire russe dans un état douteux. Si Vladimir Poutine ordonnait un lancement nucléaire massif demain, ce serait très probable qu'un nombre important de ces missiles ne quitteraient même pas leur silo, et encore moins atteindrait leur cible. C'est une affirmation forte, je le sais, mais nous avons de bonnes raisons de le penser. Officiellement, la Russie possède le plus grand arsenal nucléaire du monde. Au milieu des années 2020, la Russie revendique environ 5977 ogives nucléaires, contre environ 5500 pour les États-Unis. Mais les ogives nucléaires ne sont pas conçues pour durer éternellement. Chaque type d'ogive a sa propre durée de vie et sa date de péremption. Elles sont faites d'explosifs, de composants radioactifs et d'électronique sensible, qui se dégradent lentement, sans entretien régulier. L'arsenal nucléaire de la Russie est principalement composé de deux types de bombes à hydrogène, les anciennes bombes de l'époque soviétique et les nouvelles, modernisées. Les deux bombes fonctionnent en deux grandes étapes. La première, c'est une bombe atomique classique, faite de plutonium-239 ou parfois d'uranium-235. Lorsqu'elle explose, elle divise les atomes, fission, générant une explosion très chaude et puissante en un instant. Ensuite vient l'explosion principale, la deuxième étape. Cette partie contient des isotopes spéciaux de l'hydrogène, surtout du lithium-6 deutéride et du tritium. Ces matériaux sont généralement stables et inoffensifs, sans effet notable seul. Mais sous la chaleur et la pression extrême de la première explosion, ils subissent la fusion, c'est-à-dire que leurs atomes se combinent, au lieu de se séparer. Les réactions de fusion libèrent beaucoup plus d'énergie que les réactions de fission. Donc lorsque cette réaction de fusion de la deuxième étape se déclenche, l'explosion devient énormément plus puissante, souvent des centaines, ou même des milliers de fois plus forte que l'explosion de fission initiale. Passons à la maintenance. L'étape primaire repose sur un cœur fissile. Le plutonium-239 et parfois l'uranium-235 sont des matériaux très stables et durables. Le plutonium-239 a une demi-vie d'environ 24 000 ans, et celle de l'uranium-235 est d'environ 700 millions d'années. D'un point de vue purement radioactif, le combustible de cette première explosion de fission survivra à tous les vivants actuels, et restera de qualité militaire bien après la disparition de notre civilisation. Mais ce n'est pas le cas pour l'étage secondaire. Il se compose surtout de deutérure de lithium-6 et d'une dose précise de tritium. Le deutérure de lithium-6 est solide et se conserve sans problème pendant des décennies. Le tritium a une demi-vie de 123 ans. En 12 ans, la moitié aura disparu en hélium-3 qui absorbe les neutrons et bloque la fusion principale. C'est pourquoi les ogives thermonucléaires doivent être régulièrement réapprovisionnées en tritium. Si le tritium se désintègre sans remplacement, la puissance de l'ogive chute fortement. Dans le pire des cas, l'étage secondaire de l'ogive pourrait échouer complètement, transformant la bombe mortelle en un pétard mouillé. Mais remplacer le tritium est coûteux et complexe. La production de tritium requiert des réacteurs nucléaires spécialisés ou des accélérateurs de particules puissants, deux technologies très complexes et coûteuses. Le tritium vaut aujourd'hui environ 30 000 € le gramme. Entretenir des milliers d'ogives devient vite un cauchemar logistique et un lourd fardeau financier, même pour une superpuissance. En dehors du tritium, il y a toute une liste d'autres composants à surveiller, comme les circuits de mise à feu, les détonateurs, les batteries spécialisées, les capteurs sensibles et parfois même de minuscules radars internes. Les ogives nucléaires ressemblent à des voitures de haute performance. On ne peut pas les laisser 40 ans au garage et espérer qu'elles démarrent et gagnent une course. Elles ont besoin d'un entretien constant et de soins méticuleux. Les États-Unis le savent très bien et dépensent des sommes énormes pour l'entretien. Entre 2021 et 2030, les États-Unis ont prévu environ 142 milliards pour l'entretien et la modernisation de leur arsenal nucléaire. Cela inclut la construction de nouvelles installations pour fournir des composants critiques en plutonium, la fabrication de nouveaux cœurs de plutonium, la remise à neuf des explosifs, le remplacement régulier du tritium et la modernisation de l'électronique sensible. Les États-Unis traitent leurs ogives comme des joyaux de la couronne. Mais peut-on dire avec certitude que la Russie fait de même ? Je ne le pense pas vraiment. Avant la guerre en Ukraine, l'économie russe était comparable à celle de l'Italie. Son budget militaire, bien inférieur à celui des États-Unis, doit aussi couvrir de nombreux besoins.
Bien que la Russie ait certainement essayé de maintenir ses forces nucléaires comme une priorité, l'ampleur de la tâche, à savoir garder plus de 4000 ogives prêtes, est écrasante. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous seriez surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, le stock nucléaire russe ne représente qu'environ 1/15 de ce qu'il était au sommet de l'Union soviétique, lorsqu'il possédait plus de 40 000 ogives. L'arsenal a diminué de façon drastique. Ce n'est pas à cause des traités sur les armes, mais parce que l'économie russe ne pouvait plus entretenir une infrastructure aussi massive. Même les responsables russes ont reconnu que de nombreuses ogives de la guerre froide ont été démantelées car leur durée de vie sûre était dépassée. Compte tenu de l'histoire de corruption, de vol et de mauvais entretien en Russie, il est probable que leur infrastructure nucléaire soit tout aussi négligée, voire davantage. Pour être réaliste, la corruption est l'une des principales raisons pour lesquelles la guerre de la Russie en Ukraine s'est si mal passée. Dès le premier jour, des soldats russes sont morts, impuissants, dans des chars tombés en panne soudainement en combat. Pourquoi ? Leurs officiers avaient secrètement volé et vendu le carburant diesel prévu pour eux. Les troupes ont été envoyées au combat, avec des rations périmées et sans gilet pare-balles, parce que les commandants détournèrent de l'argent des budgets militaires. Des lots entiers de composants de missiles étaient contrefaits ou défectueux, les usines remplaçant les pièces par de l'électronique bon marché après avoir touché l'argent du gouvernement. Parfois, les soldats russes devaient acheter leur équipement ou dépendre des dons familiaux juste pour survivre en première ligne. Un équipement déjà censé payer par l'armée. Il y a même eu des rapports faisant état d'officiers de l'armée vendant des pièces de véhicules neuves en ligne, tandis que des véhicules blindés qui auraient pu être facilement réparés restaient inutiles et abandonnés. Ainsi, les troupes russes devaient souvent avancer à pied, exposées et vulnérables, causant encore plus de pertes. C'est aussi une question de mentalité. Où les officiers russes corrompus fixent-ils la limite ? Si les unités militaires de première ligne de la Russie, dont tout le monde savait qu'elles verraient réellement le combat, étaient gangrenées par le vol, les escroqueries et la corruption, si c'est si extrême, pourquoi penser que les unités nucléaires, censées rester inutilisées des décennies, seraient protégées ? On ne peut pas vendre de bombes nucléaires au marché noir, mais on peut garder l'argent. Cet argent était destiné au contrôle d'entretien régulier, aux recharges de tritium et aux mises à niveau. La corruption est sans doute le moindre souci de la Russie concernant son arsenal nucléaire, tant la liste des problèmes plus urgents est longue. Le sous-financement, le vieillissement du personnel, la perte d'expertise et une culture du travail bâclée sont bien plus nuisibles sur le long terme. La majorité des grands scientifiques et ingénieurs nucléaires soviétiques sont aujourd'hui retraités ou décédés. Beaucoup de jeunes spécialistes, qui devaient les remplacer, ont préféré des carrières mieux rémunérées ou ont quitté la Russie. Ceux qui sont restés travaillent désormais dans des conditions extrêmement difficiles, obligés de faire des économies et de se débrouiller avec des ressources en diminution et un savoir-faire limité. Même les États-Unis, sans nouvelles ogives nucléaires depuis 1991, investissent massivement dans des simulations, inspections et rapports pour garantir le bon fonctionnement des anciennes. La Russie, elle, n'a pas testé d'armes nucléaires depuis 1990. Depuis, toutes leurs affirmations sur la préparation et la fiabilité reposent seulement sur des modélisations informatiques, des hypothèses théoriques et l'entretien de routine. Bien que Vladimir Poutine mise sur les nouvelles armes nucléaires russes, il existe de nombreuses raisons de douter de leur utilité. Par exemple, la torpille nucléaire Poséidon, l'une des soi-disant super-armes de Vladimir Poutine dont il aime se vanter dans ses discours. Elle est censée délivrer une énorme charge nucléaire et créer des tsunamis radioactifs pour dévaster des côtes entières. C'est effrayant, non ? Pourtant, des rapports indépendants révèlent que Poséidon a échoué lors de récents tests. Le système de guidage ou la propulsion a échoué. Quoi qu'il en soit, il n'a pas fonctionné comme prévu. Si la Russie ne parvient pas à faire fonctionner Poséidon de façon fiable, peut-on vraiment être confiant ? Des milliers d'ogives nucléaires stockées depuis la guerre froide seraient en parfait état de fonctionnement. Même si la Russie décidait de déployer 1 ou 2 armes nucléaires tactiques en Ukraine, Poutine doit être sûr que ces ogives fonctionneront comme prévu. Imaginez le scénario. Si elles ne fonctionnaient pas, l'humiliation et les conséquences stratégiques seraient catastrophiques. Poutine aurait brisé le tabou nucléaire mondial pour pratiquement rien en retour, s'attirant une condamnation internationale sans précédent. Militairement, il gagnerait peu. Pire, un tel échec montrerait l'arsenal nucléaire russe comme peu fiable, affaiblissant sa dissuasion. Les nations occidentales, sachant que les armes nucléaires russes pourraient être défaillantes, seraient moins intimidées. La principale arme stratégique de Poutine, la menace nucléaire, serait totalement anéantie. Il ne peut tout simplement pas se permettre de prendre ce risque. Donc,
Si Poutine doute de la fiabilité, et honnêtement, il devrait vraiment, si ses services de renseignement et scientifiques nucléaires sont honnêtes, une escalade nucléaire devient bien moins probable. Si Poutine était absolument certain qu'au moins quelques-unes de ses ogives étaient parfaitement entretenues et sûres de fonctionner, quelques ogives seraient réservées aux cibles les plus critiques et prioritaires. Après les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN, le second problème concerne le système de lancement nucléaire. Même si les ogives fonctionnent parfaitement, ce n'est encore que la moitié du problème. Le missile qui transporte l'arme nucléaire lors de son dernier trajet doit aussi fonctionner parfaitement. Si le missile tombe en panne, explose trop tôt ou dévie, même l'ogive nucléaire la mieux entretenue devient inutile. Les récents essais de missiles russes rendent aussi cette partie de l'équation peu rassurante. En 2024, la Russie a tenté à plusieurs reprises, sans succès, de tester ses principaux systèmes de livraison nucléaire. Des rapports indépendants ont indiqué que depuis la mi-2024, la Russie a connu au moins 6 essais ratés distincts, impliquant des armes nucléaires de haut niveau, y compris la torpille nucléaire Poséidon et le missile balistique lancé par sous-marin Bulava. Le Bulava en est un exemple parfait. Cette arme a été spécialement développée pour équiper les sous-marins nucléaires russes de la classe BORAI, mais son développement a été difficile dès le début. Au cours des années 2000, le Bulava a connu de nombreuses défaillances lors des essais, rencontrant des problèmes allant des erreurs de navigation jusqu'à des échecs complets au lancement. La Russie l'a déclaré opérationnel, mais après plus de 10 ans, le Bulava échoue toujours lors des essais. Le tristement célèbre SR-28 Sarmat, présenté fièrement par Poutine comme une super arme imparable, peut transporter plus de 10 ogives nucléaires et contourner toutes les défenses antimissiles. Le Sarmat était censé être opérationnel dès 2018, mais il a été constamment confronté à des retards, des problèmes techniques et des échecs répétés lors des essais. En février 2023, lors de la visite surprise du président Biden à Kiev, la Russie a tenté de démontrer sa force avec un essai du Sarmat, mais le test du missile a échoué. En septembre 2024 a eu lieu l'un des épisodes les plus humiliants. Lors d'un essai au cosmodrome de Plesetsk, le Sarmat a explosé dans son silo au lancement, créant un cratère d'environ 60 mètres. C'était probablement le 4e échec consécutif des essais du Sarmat. Voilà. Bien que les ogives russes restent intactes et prêtes, le maillon faible suivant est le système de lancement lui-même. Si les nouveaux missiles échouent, Vladimir Poutine est-il sûr de l'efficacité des anciens ? Les missiles balistiques intercontinentaux, SS-18, Vovoda, déployés pour la première fois dans les années 1980, ainsi que les missiles SS-19 Stiletto, n'étaient jamais censés servir aussi longtemps. Ils ont tous deux dépassé leur durée de vie initiale de plusieurs décennies. Et pourtant, la Russie continue d'allonger leur durée de vie comme par magie. Vient ensuite la flotte mobile Rode, comme le Topol et le plus récent Yars. Ils utilisent un carburant solide pour fusées, qui vieillit de façon imprévisible avec les années de stockage, surtout avec les fortes variations de température en Russie. Ce propergol solide peut présenter de microscopiques fissures lors de l'inflammation. Ces fissures causent une combustion inégale, une poussée instable ou une défaillance catastrophique. Quelques secondes après le lancement, même l'arme de nouvelle génération la plus précieuse de Poutine, le missile de croisière à propulsion nucléaire Bourvisnik, a montré de graves défauts. Doté d'un réacteur nucléaire miniature, ce missile a une portée illimitée et peut atteindre n'importe quel point du globe depuis n'importe où. En 2019, un prototype de Bourvisnik a explosé lors d'une récupération, causant une fuite radioactive qui a tué plusieurs grands scientifiques russes en armement. Le projet n'est pas abandonné, mais il est clair que la Russie est loin de pouvoir en produire en série des centaines ou des milliers. Le Kinzhal est un missile hypersonique aérobalistique que, d'après Poutine, aucun système de défense ne peut intercepter. En 2023, le système Patriot américain a intercepté plusieurs missiles Kinzhal en Ukraine. Après tout ce que nous avons discuté, envisageons un scénario hypothétique. Supposons que Poutine, contre toute attente et tout bon sens, décide réellement d'utiliser une arme nucléaire. Peut-être des tirs de semonce au-dessus de l'océan, une frappe tactique sur une zone déserte ou, au pire, une cible militaire en Ukraine. À quel point peut-il vraiment être sûr que cela réussirait ? Réalistement, pas du tout confiant. Imaginez que Poutine ordonne demain le lancement de 10 missiles nucléaires, malgré les problèmes techniques actuels de la Russie. Peut-être que seulement 5 décollent réellement, et parmi eux, peut-être que seulement 3 explosent correctement.
C'est loin d'être une frappe efficace, c'est une humiliation à l'échelle mondiale. Et c'est encore pire si Poutine ordonne un seul missile et qu'il échoue complètement. Il s'est mis une énorme pancarte de clown au cou pour que tout le monde le voie. N'oublions pas que les régimes autoritaires, comme la Russie, cachent souvent les mauvaises nouvelles à leurs dirigeants. Personne ne veut être le messager qui apporte des vérités désagréables à un dictateur, donc les problèmes ont tendance à rester cachés ou à être balayés sous le tapis. Nous l'avons vu lors de l'invasion de l'Ukraine. Comment Vladimir Poutine a été gravement induit en erreur par ses propres généraux et responsable du renseignement sur la rapidité et la facilité avec lesquelles la guerre serait gagnée. Pourtant, si les généraux affirment « oui, tout est en ordre, camarades », tout en croisant les doigts derrière le dos, eh bien, c'est dangereux, surtout lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires. Mais au final, tout dépend toujours de ce que Vladimir Poutine veut lui-même. On pense à tort que des dictateurs comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping peuvent lancer des ogives nucléaires en appuyant simplement sur un bouton rouge. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Lancer une arme nucléaire, même dans le système autoritaire de la Russie, est bien plus compliqué que ce que la plupart des gens imaginent. Cela implique plusieurs personnes, de nombreuses couches d'autorisation et des étapes soigneusement coordonnées. Poutine, peu importe à quel point il semble puissant, ne peut tout simplement pas le faire seul. Le président russe garde toujours près de lui une mallette nucléaire spéciale appelée la Tchekat. Elle permet à Poutine de transmettre des codes nucléaires et des instructions au centre de commandement russe. Même le président des États-Unis a une mallette similaire, appelée Nuclear Football, qui fonctionne presque de la même façon. En plus de Poutine, le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et le chef d'état-major Valery Gerasimov portent aussi une mallette. Pour lancer réellement une frappe nucléaire, au moins 2 de ces 3 personnes doivent se coordonner et saisir leur code d'autorisation simultanément. Poutine peut autoriser, mais ne peut lancer une frappe nucléaire sans l'accord d'un autre haut responsable. En réalité, une frappe d'envergure exigerait sans doute l'accord des 3 responsables. Après confirmation par les hauts dirigeants, l'ordre est transmis au commandement militaire central russe, appelé système Kazbek. Les instructions sont alors transmises en toute sécurité aux unités de lancement de missiles. Qu'il s'agisse des équipages de silos de missiles balistiques intercontinentaux, enfouis en Sibérie, des équipages de sous-marins cachés sous l'océan Arctique, ou des escadrons de bombardiers, basés sur des aérodromes stratégiques. Dans chaque unité, des dizaines d'officiers et soldats entraînés exécutent l'ordre. Les ogives doivent parfois être installées, les missiles ravitaillés, les coordonnées fixées, les codes saisis et les clés tournées. Des dizaines de généraux, de colonels et d'officiers doivent tous être d'accord, donc la frappe. Ce ne sont pas des robots obéissants, mais des humains, avec une famille, des enfants et leur vie. Beaucoup de ces officiers de haut rang ont des enfants qui vivent à Moscou, ou même qui étudient à l'étranger. Aucun ne souhaite voir ses proches incinérés, ni leur nom inscrit dans l'histoire comme meurtriers de masse. Qui a provoqué l'Armageddon nucléaire ? Si un ordre de frappe nucléaire était donné, et que quelqu'un dans la chaîne disait qu'au moment où cela se produirait, cette personne deviendrait instantanément un héros. Selon Christo Grossev de Bellingcat, l'histoire a déjà montré avec Stanislav Petrov et Vassili Akapov que d'autres dans la chaîne, bien qu'estimant l'ordre insensé, craignent de parler les premiers. Si l'un des 2 hauts responsables, le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu ou le chef de l'état-major Valery Gerasimov, refuse d'autoriser un ordre de lancement nucléaire, ou si des dirigeants clés du commandement militaire central refusaient d'obéir, cela provoquerait probablement un coup d'État immédiat contre Poutine. Poutine a donné l'ordre suprême, le plus grave, et a été ouvertement défié. Donc, tant que Poutine n'est pas certain que tout le monde dans la chaîne obéira, il ne donnera pas l'ordre, et Poutine ne peut pas en être sûr. Parce qu'au moment où les élites russes auront ne serait-ce qu'un soupçon de ce qu'ils préparent, leur priorité passera instantanément de la loyauté envers Poutine à leur propre survie face à l'anéantissement total. Le moyen le plus rapide serait d'arrêter l'homme cherchant à déclencher une guerre nucléaire par tous les moyens nécessaires. La complexité de la préparation de certaines armes nucléaires russes est aussi un obstacle majeur. Par exemple, les armes nucléaires tactiques ne sont généralement pas déployées sur le terrain. Elles sont plutôt conservées dans des installations de stockage centralisées. Pour l'utiliser, la Russie doit d'abord sortir l'ogive du stockage, puis la transporter vers un lanceur ou un avion. Ces convois sont sûrement déjà suivis par les satellites occidentaux. Si les services de renseignement détectaient la sortie d'ogives nucléaires, ils alerteraient le monde entier. Et vous pouvez parier que même des pays comme la Chine et l'Inde contacteraient d'urgence le Kremlin,
demandant des explications et mettant une énorme pression sur Poutine pour qu'il fasse immédiatement marche arrière. Prenez du recul et observez ces obstacles pratiques, techniques et politiques. Vous comprenez pourquoi Poutine ne pourra jamais utiliser efficacement des armes nucléaires pour obtenir un avantage. Il n'est pas suicidaire. C'est un homme qui aime bien trop le pouvoir, la richesse et les luxes de la vie. Les menaces nucléaires de Poutine s'inscrivent dans sa stratégie de Maskirova, l'art russe historique de la tromperie. Poutine veut nous montrer une superpuissance nucléaire effrayante et invincible, mais cette image est surtout un leurre. La prochaine fois que Medvedev menace de vengeance nucléaire, ne vous inquiétez pas. Il y a une raison pour laquelle Trump l'a traité de perdant.